Merci Loïc Hervé d'être avec nous. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous. Et d'abord, on l'a vu dans le journal, ces images de vos collègues sénateurs qui sont ressortis très marqués de la projection hier soir des images des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre. Pourquoi vous avez choisi de ne pas y aller, vous, à cette projection ? Parce que je n'ai pas besoin de voir les images des terroristes du Hamas pour me faire une idée sur cette organisation. Et que ces images, on avait été prévenus de leur dureté, elles sont d'une cruauté absolue, et je ne voulais pas m'infliger ça. Je n'ai pas de doute en fait sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc voilà, la projection a eu lieu à l'Assemblée nationale la semaine dernière, elle a eu lieu au Sénat hier soir. C'était pour un certain nombre de collègues importants d'être présents, une cinquantaine d'entre nous, le président du Sénat lui-même, et je remercie Roger Carucci d'avoir eu cette initiative. Mais pour ma part, ayant des amis en Israël qui me donnent en fait des éléments sur ce qu'ils vivent et sur ce qui s'est passé très concrètement le 7 octobre, j'avais pas envie de m'infliger cette vision d'horreur. Pour autant, il faut les montrer, ces images, selon vous? Alors, elles ont été projetées à huis clos devant des sénateurs volontaires. Donc, dans ce cadre-là, oui. Et c'était utile, notamment pour un certain nombre de nos collègues qui étaient peut-être plus ambigus ou qui avaient peut-être besoin de voir ça pour se rendre compte de la réalité de l'attaque du Hamas et de sa cruauté vis-à-vis d'une population civile qui a été attaquée dans des conditions absolument effroyables. Y compris au Sénat, il y a des ambiguïtés encore. Je n'en ai pas entendu au Sénat. Par contre, à l'Assemblée nationale, j'en ai entendu beaucoup. La difficulté que la France insoumise a à nommer le caractère terroriste du Hamas, du djihad islamique, du Hezbollah, c'est une vraie difficulté dans la vie politique française. Et pour tout vous dire, je ne suis pas allé à cette projection, mais j'étais présent dimanche soir à la Fontaine Saint-Michel pour le rassemblement en soutien aux otages et aux familles d'otages. En fait, dans l'opinion publique en France aujourd'hui, c'est pas un sujet. Il n'y a pas beaucoup de mobilisation. Moi, j'ai 43 ans. Quand j'étais enfant, on parlait des otages au Liban, de Kaufman, de Roger Hawk. Je m'en rappelle, on avait les images à la télé avec le nombre de jours, etc. Il y a des Français qui sont otages à Gaza. Il y a des enfants français. Il y a des Français parmi les victimes, une quarantaine. Et je trouve que le traitement, y compris médiatique, et le traitement par une partie de la classe politique du sujet, enfin, la manière dont c'est abordé, moi, me préoccupe beaucoup parce que je trouve qu'on a une espèce de relativisme, comme si on pouvait tout mettre sur le même plan, alors qu'il y a une chronologie, et surtout, il y a des organisations terroristes qui, pour tout vous dire, nous ont dans le viseur. Croire que c'est loin Israël et la Palestine, c'est se leurrer. C'est vraiment ces personnes-là qui ont été à l'origine de ce qui s'est passé au Bataclan et de ce qui peut se reproduire malheureusement en France. Vous êtes membre, on le disait, de la Commission des Affaires étrangères, et cette nuit, Israël a donc donné son feu vert sur un accord de libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange d'une trêve de 4 jours. Pour vous, qui est gagnant de cet accord ? Bon, d'abord, la question de la libération des otages était devenue, sur un plan humanitaire, et sur un plan politique en Israël, quelque chose d'absolument essentiel. Donc dès qu'on pourra quand même sortir ces enfants, ces femmes et ces hommes des griffes du Hamas, c'est une bonne nouvelle en soi. La question ensuite de l'intervention militaire israélienne à Gaza est un autre sujet parce que on ne sait pas combien de temps elle durera. Et elle aboutit à un certain nombre de pertes importantes, notamment des pertes civiles, on le sait bien. Et donc la question du règlement politique, c'est dur à dire, mais du règlement politique de cette situation globale entre Israël et la Palestine, c'est un sujet qu'il faudra à nouveau aborder. Je sais que l'administration américaine est très impliquée dans le sujet. Je vois que la France, notamment avec le déplacement de Sébastien Lecornu la semaine dernière, veut aussi jouer son rôle dans la crise des otages et aussi dans la manière dont on pourra trouver des solutions. Mais elle joue encore un rôle, la France. Elle doit jouer un rôle. Vous savez, moi je connais très bien cette région du monde. Je suis allé 11 fois en Israël et en Palestine. Je vois très bien ce qui peut se passer. Tous ceux qui peuvent contribuer à une solution politique dans l'intérêt du peuple israélien, dans l'intérêt des Palestiniens, c'est quelque chose qui doit être tenté.
Donc, bien sûr que nous n'avons plus le rôle que nous avons pu avoir dans le passé, mais si nous avons juste une possibilité d'agir au profit de la libération des otages, au profit de la résolution à terme de cette situation, nous devons le faire, parce que la paix est quelque chose de beaucoup... C'est un objectif qu'on doit tous se donner, évidemment. On va parler d'un autre sujet, c'est le Congrès des maires qui se tient cette semaine, porte de Versailles à Paris, dans un contexte difficile pour les élus, avec des agressions en hausse, des démissions records également. La Première ministre Elisabeth Borne prendra la parole demain devant les maires pour conclure ce congrès. Qu'est-ce que vous attendez d'Elisabeth Borne et de ce discours ? J'attends de la Première ministre qu'elle donne aux maires de France des perspectives. Parce que, à force de ne pas en avoir, nous sommes sortis du Covid, nous avons un certain nombre de difficultés. En fait, on demande aux maires d'assumer des injonctions contradictoires. On leur demande de faire le zéro artificialisation nette et on leur demande de construire des logements sociaux. On leur demande d'assumer tout un tas de missions qui, honnêtement, sont des missions que l'État a arrêté d'assumer. On va sans doute aborder la question de la sécurité, mais enfin, c'est quand même une réalité maintenant que les collectivités locales, elles ont pris à bras le corps des sujets qui n'étaient pas les leurs. Et en fait, moi, je vais vous donner un exemple dans mon département, qui est la Haute-Savoie. Il y a 5000 élus en Haute-Savoie, il y en a déjà 1000 qui ont démissionné. 20% à mi-mandat. C'est considérable. Donc il y a une crise des vocations, et puis une crise de la... Comment dire, de la manière dont les élus, de la raison d'être des élus. Pourquoi j'ai voulu être maire, pourquoi je suis maire et pourquoi j'ai encore envie d'être maire. Et donc si on se projette d'ici 2026, c'est-à-dire les prochaines élections municipales, il est urgent de répondre à la question du statut de l'élu, à la question des violences et peut-être de faire ce qui a été évoqué en partie dans les discussions de Saint-Denis, sous l'égide du président de la République, mais c'est la question quand même d'un nouvel acte de décentralisation dans ce pays, de réelle décentralisation. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est prêt? Parce que la décentralisation, il en parle depuis le premier mois de son quinquennat en 2017. Oui, il est même venu ici, le 17 juillet 2017, l'annoncer, ici au Sénat, pour dire qu'il fallait avoir un certain nombre d'actes forts en matière de décentralisation. Et là, il en est à confier une mission à Éric Woerth. On est encore au temps des missions ? Écoutez, le mandat présidentiel, il a une limite qui est quand même 2027. Donc il faudra quand même que les choses se fassent dans cet intervalle-là. Et la question de l'organisation des pouvoirs dans notre pays est une question absolument essentielle. Donc regardez, quand vous allez avoir le fonds vert, qui est en milliards d'euros, la manière dont l'État va encourager la transition écologique, et que vous confiez ça au préfet de région, vous n'êtes pas vraiment dans une vision décentralisée ou déconcentrée, si on veut faire du jargon, de l'action publique. Donc il y a vraiment une nécessité dans ce pays de clarifier qui s'occupe de quoi et de dire aux maires, parce que si vous voulez, les maires de France, on leur a fait assumer la crise Covid. Ils ont été les organisateurs du grand débat dans la crise des Gilets jaunes. On leur demande d'assumer tout un tas de fonctions. C'est le dernier corps intermédiaire qui tient le pays. Donc, faisons attention à ce que ce dernier corps intermédiaire ne lâche pas, parce que cette armée des 500 000 locaux, c'est ce qui tient encore la France aujourd'hui. Vous suivez particulièrement les questions de sécurité. En réponse aux émeutes, Gérald Darmanin veut donner plus de pouvoir aux polices municipales. Est-ce que c'est la bonne réponse pour vous? On l'a encouragé dans les différentes lois, que ce soit sécurité globale, que ce soit quelque part aussi dans la LOPMI, dans la philosophie même de cette loi d'orientation du ministère de l'Intérieur. Oui, donner plus de pouvoir aux maires et à leur police. Les polices municipales sont les polices des maires, bien sûr, mais ça ne doit pas nous faire oublier que dans un état de droit, notamment ceux qui sont au service et à la main des magistrats, ce sont les policiers et les gendarmes, la police nationale et la gendarmerie nationale. Et qu'il ne s'agit pas de faire faire à la police municipale ce que la police nationale et la gendarmerie nationale n'ont plus la possibilité de faire. Clairement, et là, vous craignez que l'État se décharge sur les maires? Mais évidemment. La question, c'est la relation de proximité à l'habitant, la question de l'îlotage, toutes ces questions de vie commune, ça peut être tout à fait assumé par la police municipale. Bien sûr. Mais les questions qui sont des questions d'ordre judiciaire doivent être assumées par des policiers et des gendarmes dont c'est le métier.
On va parler de l'actualité parlementaire dans quelques instants, mais d'abord un mot sur l'affaire Joël Guerriau. Ce sénateur mis en examen soupçonné d'avoir drogué à son insu la députée Sandrine Josso en vue de l'agresser sexuellement. Ce que son avocat dément, Gérard Larcher, lui demande de se mettre en retrait de ses fonctions au Sénat, je cite, au regard de l'extrême gravité des faits reprochés et du principe de dignité qui s'attache à l'exercice du mandat parlementaire. Est-ce que pour vous, il faut aller plus loin? Est-ce que Joël Guerriau doit démissionner aujourd'hui? C'est une décision qui lui incombe. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai été très touché par le témoignage de Sandrine Josso, qui a choisi de prendre la parole hier et avant-hier à la télévision, et que ce qu'elle raconte, son témoignage est bouleversant sur ce qu'elle a vécu. Donc vraiment, voilà, un mot de compassion, parce que c'est une collègue parlementaire, et c'est important de le dire comme ça. L'autre chose, c'est que le président du Sénat a indiqué à Joël Guerriau un certain nombre d'éléments. Joël Guerriau est vice-président de la Commission des Affaires étrangères, il est secrétaire au bureau du Sénat, donc il exerce des fonctions éminentes dans l'institution, et il est de bonne aloi qu'il s'en retire. Après, les décisions qu'il a à prendre, le temps pour lui va être maintenant le temps de la justice, le temps de sa défense. On est dans un état de droit et c'est à lui de prendre les mesures. J'imagine mal qu'il puisse revenir au Sénat dans la période actuelle sans que la question soit traitée aujourd'hui par un magistrat et ce sera par un tribunal. Enfin, vous qui êtes au bureau avec lui et à la Commission des Affaires étrangères avec lui, ce sera compliqué de travailler avec lui dans le contexte actuel? Je n'imagine pas qu'il puisse revenir dans ces fonctions-là, étant donné les mois, la dimension de cette affaire. Encore une fois, je pense que pour lui, le temps sera à sa défense. Il n'a pas pris la parole pour l'instant. Il ne s'est pas exprimé, c'est son avocat qui a pris la parole. Donc voilà, le président du Sénat a indiqué par un communiqué extrêmement clair les choses, et je suis évidemment, en tant que vice-président relevant de la majorité sénatoriale, totalement solidaire de ce que Gérard Larcher a exprimé. On continue sur l'actualité parlementaire. Il y a quelques semaines, le Parlement a adopté la loi de programmation de la justice portée par Éric Dupond-Moretti. Mais la semaine dernière, le Conseil constitutionnel est passé par là. On voit ça avec notre journaliste parlementaire Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et Steve, coup dur pour Éric Dupond-Moretti, une des mesures phares qu'il a fait passer au Parlement dans sa loi justice a été censurée par le Conseil constitutionnel. Éric Dupond-Moretti qui ronge son frein en attendant le 29 novembre, date du délibéré officiel de son procès devant la Cour de justice de la République. Coup dur, oui, car le Conseil constitutionnel vient censurer une partie de l'un de ses textes phares. Il s'agit de la loi d'orientation et de programmation pour la justice pour la période 2023-2027, loi adoptée définitivement début octobre et, rappelons-le, voté par les LR, par le RN, mais aussi par vous, Union centriste, Loïc Hervé, texte qui prévoit de rendre la justice plus rapide en lui donnant plus de moyens, notamment. Il y avait donc cette mesure qu'on va voir qui est prévue à l'article 6. Elle autorise l'activation à distance d'appareils électroniques à l'insu de leurs propriétaires ou possesseurs afin de procéder à la sonorisation et à la captation d'images. Bref, les enquêteurs, Oriane, auraient pu utiliser votre téléphone que vous avez à côté, votre téléphone portable, pour vous enregistrer à distance, vous qui êtes soupçonné, on l'imagine, dans une affaire de terrorisme ou de criminalité organisée. Mais eh bien, cette technique aurait aussi pu enregistrer des tiers, des amis à vous qui se trouveraient en votre compagnie et qui n'ont rien à voir avec l'investigation. Au mois de juin, Éric Dupond-Moretti justifiait cette mesure comme cela. Écoutez-le. Il y a une technique qui existe déjà, qui est une technique de captation du son ou de l'image. Mais elle suppose, là encore, la pose d'un micro ou d'une caméra sur place réalisée par un officier de police judiciaire, avec tous les risques inhérents à cette technique. On propose dans notre texte une technique qui est tout à fait équivalente de sonorisation artisanale en passant par le micro et la caméra du téléphone d'une personne suspectée. C'est ça la captation à distance. Et donc cette mesure a été adoptée par le Parlement, mais censurée par le Conseil constitutionnel. Oui, décision claire, nette et précise des juges constitutionnels en date du 16 novembre. L'activation à distance est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée. Le législateur a permis qu'il soit porté bien une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Voilà ce que dit le Conseil constitutionnel. Loïc Hervé, vous saluez cette censure du Conseil constitutionnel ? Je la trouve assez salutaire, en fait. Je trouve assez salutaire que
Dans la période actuelle, le Conseil constitutionnel rappelle l'importance de la protection des libertés publiques et de l'attention que le législateur doit porter quand nous légiférons aux questions des libertés publiques et en particulier à la vie privée. Mais vous avez adopté ce texte. J'ai voté ce texte parce qu'il y a beaucoup de dispositions sur la justice qui sont importantes et que dans la situation que nous vivons en France, la question de l'organisation judiciaire et de la réponse pénale dans notre pays est une question fondamentale. Mais cet article-là est une disposition particulière qui a posé des difficultés importantes. Et la question générale des techniques utilisées par la police et les services d'enquête dans la manière d'enquêter et de résoudre une enquête ou de lutter contre le terrorisme ou contre le grand banditisme, ce sont des questions qui sont importantes et où on doit trouver un équilibre. Les IMSI catchers, les drones, cette question de l'activation à distance, c'est des questions où la question de la vie privée, de la protection de la liberté, doit être posée en tant que telle. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite? On a entendu le ministre qui expliquait que finalement ça existe déjà, cette technique existe déjà. Il faut juste que les policiers aillent sur place pour mettre les micros, pour surveiller la personne. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ce qui existe déjà est normalement autorisé par la loi, donc est conforme à la Constitution, en théorie. Bien. Là, on est sur des techniques nouvelles qui sont liées au bouleversement qu'on a dans nos vies, qui est lié à l'usage des smartphones et à la capacité que nous avons tous un ordinateur sur nous, extrêmement puissant, capable de faire de la vidéo, capable d'enregistrer et d'émettre des sons, et sur lequel on prendrait la main. Donc cette question, elle est importante, et j'imagine qu'on y reviendra, parce qu'il y a quand même un certain nombre de débats qui sont ouverts, notamment l'utilisation peut-être d'un logiciel de vidéo de reconnaissance faciale, par les services de police. En tout cas, une question qui est posée par un certain nombre de vos confrères, une inspection qui est diligentée par le ministre de l'Intérieur. Donc il y a quand même aujourd'hui des sujets. Moi, ça fait 9 ans que je siège à la CNIL. Je peux vous assurer qu'il est nécessaire de retrouver une clarté sur la protection de la vie privée en France. Le Conseil constitutionnel qui valide en revanche cette technique pour la géolocalisation. Ça vous choque? Écoutez, parce que la géolocalisation est considérée comme moins intrusive que l'enregistrement d'images ou de sons par C'est moins intrusif pour vous? Je ne suis pas juge constitutionnel, je ne suis que sénateur. Et je siège à la CNIL. Mais je ne représente pas la CNIL, évidemment, dans ce que je dis. Mais en tout cas, c'est ce que le juge constitutionnel a pensé. Et il ne s'agit pas d'aller interdire toutes les techniques d'enquête, mais d'avoir des techniques d'enquête qui soient proportionnées. Même, je le dis avec humilité, même moi qui ai essayé de définir le cadre juridique de l'utilisation des drones en matière de procédure judiciaire ou d'ordre public, j'ai essayé d'avoir un équilibre entre la protection des libertés individuelles et de la vie privée et la nécessité d'avoir ces nouvelles technologies. Eh bien, le Conseil constitutionnel a censuré la rédaction qui a été celle de la commission mixte paritaire dans la loi de sécurité globale. Et il a fallu y revenir avec une nouvelle loi pour avoir un dispositif juridique encore plus protecteur. Donc, vous voyez, ce que je dis... ce qui est positif dans cette décision du Conseil constitutionnel, c'est que ça va remettre la question des libertés publiques et la question de la protection de la vie privée dans le cerveau des parlementaires quand nous légiférons. Nous avons cette responsabilité-là ici. Et vous le disiez, Loïc Hervé, une enquête du média Disclose a révélé que la police et la gendarmerie utilisent depuis 2015 un logiciel de reconnaissance faciale, ce que la loi interdit. Gérald Darmanin, vous l'avez dit, a demandé une enquête administrative. Est-ce que vous souhaitez-vous une commission d'enquête parlementaire là-dessus? Je crois qu'on n'en est pas encore là. Mais en tous les cas, pour avoir été le rapporteur de ces différents textes de loi depuis maintenant 5 ou 6 ans, il y a un certain nombre de personnes qui sont venues ici, qui ont été auditionnées, et qui, s'ils étaient au courant de l'utilisation de ce type... Si ce logiciel est utilisé et qu'ils étaient au courant, pose une vraie difficulté de loyauté vis-à-vis du Parlement. Parce que nous sommes ici des parlementaires responsables, mais évidemment, nous sommes complètement liés à ce que les services et les administrations nous disent. Donc si des choses ne nous ont pas été dites ou si des choses nous ont été cachées, alors il y a une vraie difficulté. C'est pour ça que je pense que le ministre Gérald Darmanin a lancé cette inspection, et c'est très important que nous ayons des éléments là-dessus. La commission d'enquête parlementaire, ce serait éventuellement une
une décision qui pourrait être prise si effectivement il y a un certain nombre d'utilisations qui ont été faites complètement et qui ont été complètement cachées aux législateurs. Ce qui est certain, c'est que les services de police et de gendarmerie, dans le passé, ont utilisé un certain nombre de dispositifs qui n'étaient pas prévus par la loi. Je pense notamment aux drones. Et qu'il a fallu une intervention du juge constitutionnel et du juge administratif pour interrompre l'utilisation. Et il a fallu 2 lois que j'évoquais pour créer un cadre juridique, un cadre législatif à l'utilisation de ces drones. Merci Steve, à tout à l'heure. Merci, on parlera de la situation au Proche-Orient. Ce sera à suivre dans le club. On termine avec l'actualité dans votre région. Loïc Hervé, on va à Annecy, où on retrouve Sébastien Germain. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Co-rédacteur en chef à 8 Mont-Blanc, c'est la télévision locale savoyarde. Et Sébastien, vous souhaitiez revenir avec Loïc Hervé sur les graves intempéries qui ont touché votre région la semaine dernière. Oui, bonjour à tous. Loïc Hervé, bonjour. Alors, on le sait, la Haute-Savoie comme la Savoie ont été touchés par des intempéries exceptionnelles la semaine dernière. En Haute-Savoie, on parle même de crues centennales. Les dégâts sont considérables chez les professionnels et chez les particuliers. Et certains élus appellent à une véritable prise de conscience pour se mettre autour d'une table et tenter de trouver des solutions pour ralentir les effets de ces phénomènes climatiques. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, bonjour Sébastien. Vous savez que je vis dans la vallée de l'Arve et que je suis dans le territoire qui a été concerné par ce qui s'est passé, avec des coulées de boue au Mont-Saxonnet, au Reposoir, avec la crue de l'Arve qui a inondé des entreprises à Maglan ou des maraîchers à Gaillard, par exemple. Donc oui, je pense qu'il faut continuer, en tout cas, de se mettre autour d'une table. Le syndicat, qui est le SM3A, qui s'occupe du linéaire de cette rivière qu'est l'Arve, qui est un affluent du Rhône, a fait un travail considérable ces dernières années. J'en ai été l'un des élus pendant longtemps. Ce rôle-là de l'adaptation à des événements décennaux ou centennaux qui arrivent, c'est quelque chose d'important. Il y a la question, je le dis comme ça, mais de l'endiguement, parce que on doit utiliser aussi des techniques qui permettent ou aux cours d'eau de divaguer pour permettre de faire baisser les crues, ou de l'endiguement qui permet de protéger notamment les entreprises et les habitations. C'est quelque chose d'important. Fort heureusement, dans notre département, bien que nous ayons été placés en vigilance rouge, nous n'avons pas eu de blessés graves ou de décès, heureusement. Donc ça montre quand même que le dispositif préfectoral ou le dispositif des sapeurs-pompiers fonctionne et que notre département est un département résilient. Mais je suis d'accord avec vous, y compris avec ces phénomènes qui sont des phénomènes qui arrivent quand même au mois de novembre, donc avant l'hiver. Donc le risque, c'est que l'eau tombe sous forme de pluie et ne tombe pas sous forme de neige. Ça crée évidemment des élévations des niveaux des cours d'eau, ça crée des événements de type glissement de terrain auxquels nous n'étions pas aussi habitués que ça. Donc évidemment, la question de la réflexion avec les élus, en tout cas dans le rôle qui est le mien ici au Sénat, je suis tout à fait prêt à y contribuer pour qu'on ait une capacité d'être encore plus résilient que nous ne le sommes. Et Sébastien, vous vouliez parler de la situation des agriculteurs également face à ces inondations. Oui, vous l'avez un petit peu évoqué, Loïc Hervé. Beaucoup d'agriculteurs ont quasiment tout perdu. On aura d'ailleurs ce soir dans notre JT un reportage réalisé à Régnier et à Salanches pour évoquer leur situation. Le département de la Haute-Savoie et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont déjà annoncé des aides exceptionnelles. Selon vous, Loïc Hervé, est-ce que ce sera suffisant ? Je crois qu'on peut compter sur les grandes collectivités que sont la région et le département pour être aux côtés des agriculteurs, comme ils l'ont toujours été quand il s'agit d'événements de grêle ou là, le cas échéant d'inondations. Ce sont des exploitations agricoles ou des entreprises d'ailleurs dans l'industrie qui ont été parfaitement identifiées et pour lesquelles des aides significatives vont être apportées. Et évidemment, au-delà du témoignage psychologique, de soutien qu'on peut apporter aux chefs d'entreprise, aux agriculteurs, évidemment, le fait d'avoir des perspectives d'aide financière importantes, ça leur permet de voir l'avenir de manière beaucoup plus sereine. Merci Sébastien Germain, merci. Et pour tout savoir,
Rendez-vous dans votre JT, vous nous l'avez dit, 8 Mont-Blanc, la télévision locale savoyarde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un mot sur une autre actualité dans votre région, dans le département pas très lointain de la Drôme. Ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol, dans ce petit village où un jeune homme de 16 ans, Thomas, a été tué lors d'un bal de village dans une rixe. Gérald Darmanin a annoncé que 9 suspects avaient été interpellés, dont le principal suspect dans cette affaire. Il a également employé le mot d'ensauvagement, Gérald Darmanin. Vous le reprendriez? C'est un mot qui correspond malheureusement à la réalité de ce qui s'est vécu dans cette commune rurale de la Drôme. Vous savez, c'est dans ma région, c'est pas très loin de la Haute-Savoie. Et de voir un tel assassinat en bande organisée a pu arriver dans un village rural avec ce jeune adolescent assassiné, c'est absolument terrible. Et la question de la sécurité en milieu rural, c'est une question extrêmement importante et sur laquelle les maires ruraux nous sollicitent de plus en plus. En fait, on a, dans notre pays, concentré les moyens de la police et de la gendarmerie dans les métropoles, dans les quartiers, notamment les quartiers dits politiques de la ville, là où, effectivement, il y a un réel besoin de sécurité. Et on a laissé notre réalité française, notre campagne, finalement, assez démunie en termes d'effectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup défendu, y compris dans cette maison, ici au Sénat, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur avec la création de 200 brigades, en fait, en réalité 238, pour remettre brigade de gendarmerie rurale. Oui, brigade de gendarmerie. Pour remettre des gendarmes qui sont quand même ceux qui, en France, qui interviennent dans le monde rural pour qu'ils soient plus nombreux et plus présents auprès des élus et auprès des populations, ce qui est absolument essentiel. Merci Loïc Hervé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.